Mesdames, Messieurs, tout le service technique de Zouk TV, bonsoir. Aujourd'hui, on a quand même le privilège de recevoir M. Ventadou Alexandre, qui est un élu de la CTM. Il va vous dire exactement, parce qu'il a plusieurs fonctions. Ce que nous vous demandons, c'est d'écouter pour vous comprendre. Le sujet est énorme. Il y a plusieurs tunnels. On va pouvoir vous développer ces éléments-là. Et nous vous remercions de faire savoir que cette émission existe. Ceux qui nous encouragent, nous leur disons un grand merci public. Et nous mettons tout en œuvre pour continuer à faire monter en puissance cette émission. Monsieur Ventadou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Grabin. Merci d'honorer notre invitation. Merci de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir. Monsieur Ventadou, votre fonction exacte? À la CTM, je suis élu à l'Assemblée. C'est le terme exact, élu à l'Assemblée. J'ai l'honneur de présider une commission au sein de cette Assemblée, qui est la commission développement économique, attractivité, numérique et tourisme. Et j'ai également l'honneur de présider l'agence de développement du territoire Martinique, qui s'appelle Martinique Développement, que je pense les téléspectatrices, auditrices, téléspectateurs, auditeurs ont au moins déjà pu en entendre parler, parce que c'est une institution qui aujourd'hui a plus de 40 ans, alors qui a porté des noms différents, ADEME, aujourd'hui Martinique Développement. Et donc voilà, j'ai essentiellement ces deux casquettes au sein de la collectivité, dans la majorité de Serge Letchimy. Et puis, bon, je le découvre avec la fonction politique. On n'est jamais cloisonné sur un seul sujet, puisque on est là pour être au service de la population martiniquaise et être au service de la Martinique, et faire en sorte que le territoire bombe à nouveau le torse et soit à nouveau à la hauteur de ce qu'on a pu voir comme potentiel, ce que les grands hommes qui ont construit le pays Martinique ont vu comme potentiel. On est là pour le réaliser, pour contribuer à le réaliser. Et donc, je m'intéresse également à plein d'autres sujets, sujets social, de développement durable, de mobilité. Enfin, vraiment, je suis les oreilles grandes ouvertes, quoi. Polyvalent. Polyvalent, ouais. Au complet comme un burger qu'à Élysée. Exactement. Pas besoin de ketchup, oui, complet. Super madras. Effectivement, la Martinique n'a pas de place pour la spécialisation. Il faut être polyvalent. Oui. C'est ce que nous demandons à nos jeunes, d'être polyvalents. Il faut qu'ils disent tout qu'à travailler. C'est tout qu'à travailler, mais aussi dire tout qu'à travailler. Et ne jamais fuir l'activité manuelle. Et tu sais, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. On ne le dit pas beaucoup. Donc je m'occupe des entreprises. Voilà, caricaturer ça un peu comme ça. Et donc de la relation aux entreprises. Et quelque chose qui m'a toujours fasciné, même à l'époque où je n'étais pas encore élu, c'est à quel point le chef d'entreprise martiniquais est polyvalent. Un chef d'entreprise martiniquais qui réussit, il n'a jamais un seul business. Non. Il est un peu dans la terre, un peu dans le commerce, un peu dans sa spécialité, qui peut être profession libérale, peu importe. Il va ouvrir ses oreilles sur des opportunités immobilières. Et donc, il ne met pas ses œufs dans le même panier. Il acquiert au fil du temps une vraie polyvalence, parce que, je ne sais pas moi, gérer une pharmacie, c'est pas gérer une boutique, c'est pas gérer un magasin de chaussures. Un magasin de chaussures ou une entreprise d'événementiel. Et cette polyvalence du chef d'entreprise martiniquaise, nous, on la vit, on trouve ça normal. Moi qui ai passé plus de 10 ans à Paris, à un très haut niveau, à fréquenter toutes sortes de cadres et de chefs d'entreprise, je peux dire que, 1, c'est atypique, et 2, c'est une qualité. Et en dehors de ça, le Martiniquais, quel que soit le point dans le monde où il arrive, il travaille. Oui, oui, oui. Il n'est pas forcément, il était charpentier, il va peut-être s'adapter. Mais tout de suite, il s'adapte. Il va s'adapter. On a cette qualité d'adaptation qu'on... Moi, quand je suis revenu en France, parce que je suis né en France, j'ai grandi jusqu'à 12-13 ans. Avec mes parents, mon père était muté, donc on est revenu vivre en Martinique. Et puis je suis resté en Martinique de 13 à 23-24 ans. J'ai eu le temps de faire mes études, de monter ma première entreprise, et puis ensuite, à 24 ans, de repartir pour la France. Et c'est vrai que quand j'arrive en France, dans ma première entreprise, en alternant chez Yahoo, qui était une grosse boîte de l'Internet à l'époque, tout de suite, l'Antillais,
il y a cette espèce de caricature, quoi. Il y a un peu de zouk dans une soirée, un truc, on te regarde, on dit, ça c'est ton truc, et puis ils essaient d'imiter l'accent. Donc, on peut le prendre mal. Et j'ai eu une espèce de... Attends, je veux pas qu'on me voie seulement comme le petit nègre qu'on met de côté, quoi. Je veux être une personne à part entière. Et au fur et à mesure que je grandis, je me dis que cette qualité de sourire, cette qualité d'adaptation, cette qualité d'écoute que l'Antillais a et développe encore plus quand il est hors de ses bases, dans le monde de l'entreprise actuelle, ce sont de vraies qualités, ce qu'on appelle les soft skills. C'est-à-dire, c'est pas des trucs théoriques que tu as appris. C'est cette capacité à être dans un groupe, à embarquer le groupe par de la bonne humeur, par de l'enthousiasme, par de l'optimisme. Et ça, c'est une qualité martiniquaise. Et je trouve qu'on devrait la valoriser et continuer d'en faire une arme pour qu'on puisse se développer hors du territoire, quoi. Dans cette polyvalence, on est très ingénieux. Très ingénieux. Et ça me rappelle l'Afrique. Ça me rappelle toute l'Afrique. Un ouvrier africain, il ne sait pas faire une télévision, il regarde faire. C'est certain d'un matin qu'il fait. Oui. Ça, c'est sûr qu'il fait. Oui. Mais aussi parce qu'il en a la nécessité. Dans l'histoire récente martiniquaise, on a fait des choix politiques, notamment, qui nous ont dispensés d'une certaine nécessité. Au niveau global, j'entends. Et ça nous a peut-être ralenti sur l'esprit débrouillard que nous toujours dit. Ça nous a peut-être ralenti un peu là-dessus et ça nous a mis dans une situation. Voilà, c'est ça. Après, on a l'histoire qu'on a, on a des atouts qu'on a, et il s'agit aujourd'hui de voir avec ce pays Martinique, avec nos qualités, et puis être à l'écoute du monde, parce qu'on ne l'a pas toujours été. Le monde vit, le monde vibre. On ne peut plus faire juste dans notre coin. Il faut aussi considérer, le monde, j'ai envie de dire géopolitique, la Caraïbe, l'influence française hexagonale. Nous sommes une région française. Les crises un peu partout. Et puis le monde écologique. L'urgence climatique qui frappe à la porte, beaucoup plus fortement qu'on ne l'a jamais ressenti, nous oblige à penser les choses différemment, à être un peu fou, à être innovant, à se dire, on n'a jamais voulu faire ça, on n'a jamais pensé à faire ça, mais peut-être que c'est le moment de le faire parce que nous... Alors, moi, je vis à Shellcher. À Shellcher, on a été surpris il y a quelques mois, peut-être quelques années maintenant, de voir quelques échouages de sargasses. Parce qu'on pensait que c'était plutôt côte atlantique. Ça arrive jusqu'à Shellcher, quoi. Mais sorti de là, le littoral est en danger, mais l'érosion se fait assez lentement. En revanche, il y a des communes, notamment du nord de la Martinique, l'urgence climatique, c'est pas un mot, c'est pas un concept. C'est pas demain matin, c'est là. C'est là. Il y a des maires en Martinique qui sont en train de se casser la tête sur, potentiellement, à horizon 10 ans, 15 ans, où est-ce qu'on déplace des populations? Comment on réorganise le littoral? Est-ce qu'on est dans l'artificialisation? Ou est-ce qu'on laisse la nature faire ses affaires et que nous, en tant qu'hommes... Bref, le monde bouge autour de nous, il vibre, et il faut absolument qu'on soit conscient de ces changements, qu'on les comprenne, donc la qualité d'ingénierie, c'est-à-dire de compréhension fine des sujets, pour ensuite être inventif et tirer notre épingle du jeu, en profiter. En tout cas, tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, nous vous laissons un drôle d'héritage. Ouais. C'est vraiment un drôle d'héritage. On a un peu bossé le problème. Ça va très vite, très vite, la modernisation. Ouais. Et en même temps, la modernisation nous fait reculer. Je m'attends. Là, aujourd'hui, pardon, pas moyen d'avoir une administration par téléphone. Téléphone, c'est le tour de l'information. Pas moyen. On dirait que le personnel qui répond a peur d'attraper le Covid par téléphone. C'est l'impression que ça donne. Alors, des fois, je m'interroge. Quand j'appelle certains services, appuyer tout ceci, appuyer par là, appuyer par là, appuyer par là, les unités tournent. Moi, j'ai un abonnement comme un abonnement de téléphone, je ne le vois pas venir. Mais j'essaie de m'imaginer l'administré qui n'a pas les moyens,
qui a juste un petit forfait de 25 €, qui perd ses unités simplement en écoutant un disque. Oui, alors, bon, ce que tu décris, c'est aujourd'hui un phénomène classique de ce qu'on appelle, au sens large du terme, la relation client. C'est-à-dire, tu as un client, tu es dans une relation avec lui, même après qu'il a acheté ton produit ou avant qu'il ne l'achète, bon, peu importe. Donc, ce que tu décris sur les circuits téléphoniques, c'est finalement des techniques qui ont été inventées. Alors, à deux usages, tu le suggères, il y a peut-être un usage de récupérer de l'argent. Mais aujourd'hui, la plupart des numéros sont gratuits déjà. Mais une chose est sûre, c'est que comment tu fais quand dans ton administration, une mairie par exemple, tu as 4 personnes en charge de répondre aux gens et que tu as 50 demandes par jour. Tu es bien obligé de mettre en place des espèces de filtres, de chemins. De sélection. De sélection. Qui font que sur les 50 qui appellent, ben, ceux qui restent jusqu'au bout, c'est ceux qui ont vraiment besoin. Parce que on sait aussi que la population, et c'est normal, a parfois besoin d'être rassurée. Et d'avoir simplement quelqu'un au bout du fil. Le contact humain, on en a besoin. Voilà, le contact humain. Et donc, c'est une très bonne question. La question, aujourd'hui, est de savoir, est-ce qu'on va vers un monde de robots, où demain, ce ne sera pas le téléphone, c'est avec WhatsApp, avec peu importe. Sur de la banque, par exemple, aujourd'hui, de moins en moins, on peut voir son banquier. Le chiffre est éloquent. J'ai bossé quand j'étais chez Facebook pour la Société Générale. On va en rendez-vous chez eux et ils nous disent, vous savez, il y a encore 5 ans, donc c'était en 2011, 2012, ouais. 2012. Il y a encore 5-6 ans, les gens venaient en moyenne une fois par mois dans une agence bancaire. Aujourd'hui, on est à moins de 2 fois par an. Donc, ce qui veut dire que la relation client-bancaire a complètement changé. La relation humaine a disparu. Elle s'est optimisée. Ça ne veut pas dire que les banques ne veulent pas créer du lien, mais c'est vrai que si tu prends un ensemble de tâches de n'importe quelle personne qui travaille et qui est en relation avec le public, tu vas avoir 20 tâches où c'est important d'avoir une conversation, de prendre du temps, et 80 où c'est moins important. Ben, c'est ces 80 tâches-là qui sont digitalisées, numérisées, téléphone, site internet, application mobile, peu importe. Donc c'est aussi fait dans le sens d'optimiser le temps, et normalement, quand c'est bien fait, merci de préciser quand c'est bien fait, ça permet, quand tu as une relation avec, à la mairie, à la banque, à la CTM, peu importe, d'avoir une vraie relation. Parce que tout ce qui doit être fait au préalable a été fait. Malheureusement, bon, ça c'est la théorie. Dans la pratique, on sait très bien que c'est pas tout le temps comme ça, malheureusement. Mais en tout cas, pour ce qui est de la collectivité territoriale de Martinique, et la nécessité que nous avons de nous améliorer sur la relation client, de répondre, de bien répondre, de répondre plus vite, de répondre mieux aux attentes des gens. Alors c'est un chantier qui est ouvert de tout temps. Je ne suis pas du genre à ignorer qu'avant nous, il y a une mandature qui a aussi fait des choses dans le sens où il fallait faire les choses. Mais c'est vrai qu'en arrivant, il y a un peu plus d'1 an et demi maintenant, on a vu des situations, ne serait-ce que le président, le PCE, le président du conseil exécutif, Serge Etchimi, entre le nombre de courriers qui arrivaient et le nombre de courriers qui étaient traités, il y avait une différence énorme. Donc on s'est embarqué dans ces chantiers-là, et je fais partie des élus qui contribuent et participent à ce genre de chantier, pour qu'avant la fin du mandat, on ait une administration qui dise précisément à la population où elle en est de son dossier ou de sa demande, que quand tu arrives à l'accueil de la CTM, tu as un SMS qui te dit, en date du 1er avril, du 2 avril, du 3 avril, nous avons bien reçu votre dossier, voilà le numéro de dossier, cliquez sur le lien pour voir le niveau d'avancée de votre dossier, et éventuellement, voilà telle personne à appeler en cas de problème sur votre dossier. C'est pas facile, parce que ça a l'air simple comme ça, mais derrière, il y a des gens dont il faut changer l'organisation. À la CTM, il faut changer les individus. Non, mais attends, pardon, t'interromps. Nous connaissons très bien le circuit. Ce sont des personnes à qui on demande de faire autre chose, de travailler. Oui, non, ça, nous avons beaucoup d'administrations, beaucoup de chantiers qui sont publics ou privés, où on a transformé, le lieu de travail en crèche-garderie pour adultes. C'est ça le problème. En crèche-garderie pour adultes. Donc aujourd'hui, quand on a fait d'aller plus vite, il dit que
J'entends ce que tu dis, je vois ce que tu dis. Maintenant, je vois aussi beaucoup de gens qui sont perdus, à qui on ne donne pas de tâches précises et d'objectifs précis. En fait, je vois très peu de gens, je te le dis très, très franchement, qui ne veulent pas travailler. Oui, ça existe comme partout. Mais des gens qui se disent, non, vraiment, pièce pour faire mon lard, mon parfum. C'est très rare. Mais par contre, tu vois des gens... Oui, mais il suffit d'un pour que le panier soit pourri. Aussi. Mais ce que je veux te dire par là, c'est qu'il y a aussi un grand plan de valorisation des collaborateurs, de formation. On est dans un monde... Tu sais, quand on a mis le CPF, et tu vois les gens t'appeler, vos points CPF, les gens allaient voir CPF sur Google, vous allez voir le nombre d'argent dont vous disposez pour vous former. Ça n'a pas été fait innocemment pour donner aux gens la liberté de se former eux-mêmes. On est dans un monde où on va devoir se former tous les ans. Quel que soit ton métier, tu vas devoir te former tous les ans. Avant, il y a des gens qui, dans une carrière, se sont formés une fois. Dans les années 60, 70, 80, bon... Aujourd'hui, on va devoir se former tous les ans parce que ça va tellement vite. Les métiers naissent, disparaissent. On va devoir se former en continu. Donc, c'est aussi un état d'esprit parce que se former, pour moi qui ai eu un centre de formation et qui suis de temps en temps formateur, c'est une grande preuve d'humilité. Assise en côté, ou qu'à ouvrir oreilles, pour apprendre. Écouter pour comprendre. Écouter pour comprendre. Savoir écouter, c'est une qualité, c'est pas donné à tout le monde. D'écouter, à dire, tu as des trucs, écoute, comprends, et ensuite réponds. Donc, il y a des chantiers, mais je considère qu'avec les près de 6000 agents que nous avons à la collectivité, quand tu prends les satellites plus la collectivité elle-même, j'ai vu beaucoup de qualités, j'ai vu même des talents, il y a des gens qui sortent de l'ordinaire. En revanche, c'est vrai, je m'autorise à le dire, qu'il y a des cadres qu'il faut changer. Il y a des chaînes de commandement qu'il faut simplifier. Et surtout, il faut rentrer dans une nouvelle culture d'objectifs et d'indicateurs d'objectifs. Exemple très concret. Je reviens sur mon truc où tu viens à l'accueil de la CTM déposer un dossier. La personne à l'accueil t'accueille avec le sourire. On a un accueil à la CTM qui est très souriant. Donc, on n'a pas de problème là-dessus. Il y a des endroits où les gens sont mal élevés. Là, on a un accueil qui est de qualité. Oui, bonjour, monsieur Ventadour, ok, voilà, donnez-moi votre numéro de téléphone. Voilà, vous avez reçu un SMS qui atteste que vous avez bien reçu votre dossier. Ça veut dire que ça porte une responsabilité. Derrière, il y a un suivi. Donc, si ton dossier a pris 3 mois, 6 mois, 1 an, tu te dis, mais bon, qu'est-ce qui se passe? Donc ça nous oblige aussi à monter en performance, à être beaucoup plus efficace sur la manière dont on reçoit les sujets, et aussi, et tu sais, dans tout ce que je réfléchis depuis que je suis en politique, il y a la part du public, de l'administration, de l'entreprise, il y a aussi la part du citoyen. Il y a des gens, pour l'avoir vécu, les gens te disent, les gens viennent me voir, monsieur Ventadour, j'ai un dossier depuis 2 ans, on ne m'a jamais répondu. C'est très rare qu'on te réponde jamais. Qu'on te réponde une fois et puis qu'on te réponde plus, ça peut arriver. Mais qu'on te réponde jamais, je dis, ah bon? Je remonte dans les services, je me dis, monsieur Ventadour, il a déposé en février, en mars, on lui avait répondu que son dossier n'était pas recevable. Mais la personne, comme elle ne veut pas que tu lui dises non, elle a gardé en tête, vous ne m'avez pas répondu. Donc, tout ça pour dire qu'il y a un chantier, en effet, pour se mettre au service du public, pour être en phase avec notre temps de digitalisation. On va reparler de digital, mais dans plein de cas, le digital est une bonne chose. Dans ce cas-là, je pense. Et il va falloir qu'on fasse ce qu'on appelle une conduite du changement, c'est-à-dire que tout un chacun, élu, administratif, on s'adapte et on change. Dans ce domaine, il y a les dossiers que nous suivons. Je vais te donner l'exemple d'un dossier. Nous sommes là, personne ne nous écoute. Personne ne va répéter ça, nous nous écoute. Des caliers dans les services. On a un dossier qu'on va faire monter fortement pour des fonds européens. Okay.
ce monsieur dit à une dame, si ma pauvre macaque là, on ne peut pas toucher. Un individu comme celui-là, on fait quoi de lui? On va mener les bapotiléas, on va faire quoi? Et c'est un dossier en béton, hein, et qui était dans le Bougda. Tu sais, je ne peux pas vraiment entrer dans ces non, je ne te donne pas le grand détail, nous, la personne va raconter nous. Je ne peux pas entrer dans ce genre de débat-là. Après. Mais ça existe. Ça existe. Moi, je n'ai pas été confronté à ça. Pour l'instant, toi. Pour l'instant. Comme on m'a dit, à chaque fois qu'on me parle d'affaires, et des choses, dans les affaires, il y a des choses fabulées, puis des choses avérées, quoi. Moi, tant que je n'ai pas été confronté, je ne peux pas dire. On m'a dit, tu es jeune. Oui, qu'on dit Bougao, je ne c'est ça. Mais ça existe. Ouais. Ça existe. Maintenant, en numérique, nous prenons n'importe quel cas, pour n'importe quel service. Ouais. Cliquez sur ça, cliquez sur là, cliquez par là, mettez tel document et autres. Tout est validé. Après, on reçoit un mail nous indiquant qu'il faut ramener le document physiquement. Il y a un problème. Je ne sais pas quels sont ceux qui ont fait ces programmes-là, mais on peut être malin comme on veut, c'est compliqué et finalement c'est l'échec. Et on se dit, mais on regrette le petit papier. Alors, plusieurs choses. Bon, des fois c'est mal fait, tu as raison. Des fois, tu commences en numérique et puis on te dit de ramener un papier. Ça arrive que ce soit dans les administrations, parfois en banque. Il y a plein d'endroits où tu as été bon élève. On te dit, scanne tel dossier, mets le PDF à tel endroit, ou fais là, ou fais. Après, et puis à la fin, regarde, mais oui, mais il faut qu'on mène un papier. Mais oui, mais dis-moi ça depuis le début. Mais souvent, c'est bien fait. Je te donne un exemple très concret. Toi, c'est ton domaine. Oui, non, mais même au-delà de moi. Je reviens à l'individu qui s'est pas bien noté. Qui a du mal. On va y revenir. Mais parfois, c'est bien fait. Regarde les impôts. Avant les impôts, à minuit, jeudi, tout le monde est devant la boîte aux lettres à déposer, surtout bon. Là, ils ont dématérialisé, presque à 100%. Et moi, quand les impôts arrivent, je fais tout sur mon téléphone portable, quoi. Tac, 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 tac. Le truc est pré-rempli, etc., etc. Et on me demande 0 papier. Hein. Bon. Des fois, c'est bien fait. Des fois, ça fonctionne. Ah, il y a des fois, ça bug. Hein. Oui, il y a des fois, bon, bien passé. Il y a toujours des fois où ça bug. Mais bon, quand ça bug, il y a une tolérance et puis on te donne un peu plus de délai. Mais parlons plutôt des gens qui sont éloignés du numérique. Il n'y a pas fort. Il n'y a pas ça. Il y a qu'on chape devant l'écran. Et c'est pas forcément... Alors, on te dit souvent les seniors. Non, pas forcément. Ça peut arriver, oui. Mais c'est aussi des jeunes. Oui. On est des petits jeunes, là. Il n'y a pas assez de temps, on les TikTok, on les Snapchat, on les Instagram. Et puis, on passe à envoyer en CV, en PDF. Hein. Il passe à envoyer en mail. Hein. Ça arrive, ça existe. Tu as aussi des chefs d'entreprise qui sont dans l'entreprise. Le gars sait faire son carrelage, il sait poser sa clim, il sait gérer ses affaires. Mais quand tu lui demandes de cliquer URSSAF, impôts, Pôle emploi, etc., le gars, il a une difficulté. Il panique. Bon. On est en train de mettre en place, au niveau du territoire, une stratégie de ce qu'on appelle la médiation numérique, l'inclusion numérique. C'est faire en sorte qu'il n'y ait pas de Martiniquais qui soit exclu parce que le monde devient numérique. Ça, on ne pourra rien y faire. Tu as bien vu pendant le Covid, quand tu allais dans un restaurant, on ne te donnait plus la carte. Regarde où, prends téléphone-nous, scanner, QR code, tu as ton menu sur ton téléphone. Ça, c'est une preuve concrète du numérique qui est rentré dans nos vies et qui a transformé la manière dont on consommait un usage. Donc, on a une stratégie de médiation numérique. Tu as des acteurs sur le territoire, des associations, Open Space, par exemple. Tu as les communes et les communautés de communes. Tu as la MILSEM, la MEDNUM au niveau national, la MILNOR. Donc, tu as tout un tas de collectifs, d'organisations qui existent. Et la CTM, qui a déjà une brigade avec quelques agents qui vont sur le terrain. On est allé, la dernière fois que je suis allé, on était à Saint-Pierre, chez M. Rafa, dans une école. Et on donnait des cours de médiation numérique à des gens.
Peu importe, des jeunes, des moins jeunes, des femmes, des hommes, des ouvriers, des administratifs, etc. Ils étaient là, on leur apprenait à aller sur Internet, à télécharger une photo, à remplir un truc Pôle emploi, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la médiation numérique. Et on est en train de travailler, et je vais annoncer d'ici la fin de l'année une vraie stratégie globale pour aider les gens qui sont éloignés du numérique de deux façons. Soit on les éduque, et on les fait rentrer on les forme, quoi. On fait une sorte de petite formation. L'école, quoi. Voilà, un téléphone, mi-con ça pour un téléphone, non, mi-con ça pour télécharger en application, etc., etc. Et si les gens ne sont... Il y a des gens qui vont pas comprendre. Ils aiment pas l'objet, c'est compliqué, ils ont peur, etc. Eh bien, on va mettre... Il y a déjà des systèmes qui existent. Hein. La Poste fait ça, les associations font ça. Il y a les maisons France numériques, etc., etc. Mais on va renforcer ça encore pour faire à la place des gens. Si tu ne sais pas faire, comment ça se passait avant? Même au moment des impôts, même quand c'était du papier. Quand tu ne sais pas faire, Chamayou a fait bon. Oui. Voisine a fait bon. Oui. Donc ça, malheureusement... Bon, tu le sais mieux que moi. La situation des familles est en train de changer. Ah. Il n'y a plus forcément les parents et les enfants au même endroit, etc. Donc, on va venir en soutien. Et ça, j'ai envie de dire que c'est plus un sujet social. Chez nous, c'est plutôt Audrey Talibardol qui gère ces choses-là. Donc, je vais me rapprocher d'elle pour voir comment la collectivité territoriale et l'ensemble des institutions vont aider les Martiniquais à mieux appréhender le numérique. À propos de ça, tu sais, toutes les nouvelles voitures sont numérisées. Oui. Ben, moi, puis, mais ouais, c'est un grand nombre qui, pour y conduire, et il conduit en même temps, jouer dans le tableau de bord là, et puis il a pas été à gauche, il a pas été à droite, et Thibault Long prend 4 ans, il a dit papier, appuie là, appuie là. Oui. Tu sais, moi... Ça va très vite. Moi, j'ai travaillé dans le digital pendant plus de 15 ans. J'ai fait Yahoo 5 ans, Facebook 5 ans, et puis j'ai monté mes boîtes pendant 5-6 ans. Ça a duré 5-6 ans. Donc j'ai vu le digital se renforcer, devenir un truc, c'est même pas essentiel, vital. C'est-à-dire, tu parles de la voiture, tu as des gens, dont je fais partie, tu te couches, tu regardes un écran. Tu te réveilles, ton premier réflexe, c'est petit téléphone, non. Ouais, j'ai... Regarde les nouvelles, les trucs, Donc on passe des heures et des heures par jour sur ça. Et en fait, cet élément-là, il nous met en interaction avec le monde. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, tu veux payer, tu payes avec ton téléphone, tu veux payer ton TCSP, alors pas encore, mais bientôt tu pourras payer avec ton téléphone, etc. Bon, c'est des usages qui se sont renforcés. TCSP, là, c'est intéressant, parce que si les autres continuent comme ça, elle est obligée de vendre pour faire poulailler. Non. Oui, parce que pour l'instant, d'après ce qu'on voit, les gens ne payent pas. Les gens ne payent pas. Très bientôt, c'est qu'un poulailler, donc ils vendent ni pour tes poules. Monsieur Zobda et Monsieur Duverger, Martinique Transforme et la Régie Transport, travaillent activement, déjà pour rétablir un climat qui soit le plus sain que possible. Tu sais qu'on sort de périodes extrêmement compliquées, où il a fallu réharmoniser les conditions de travail des différents collaborateurs, chauffeurs notamment. Et il y a un chantier qui est en cours, qui n'a pas attendu, un chantier de monétisation, de monétique, pour que, à nouveau, le Martiniquais paye son transport. C'est normal. La plupart des pays au monde, tu vas à Paris, tu payes ton transport. Je te prends par exemple le transport à Dakar. Ouais. Donc, tu as le chauffeur, tu as le responsable de caisse, parce qu'il est dans une petite cage, c'est lui qui s'occupe de la caisse. Donc, l'autre, il y a l'homme qui est rentré. Toi, tu es au fond. Tu donnes ton argent pour acheter ton ticket. L'argent remonte et la monnaie descend. Ah bon? Oui, frère. Même regardez ça, monsieur. Ah ouais? Monsieur. Attends, qui t'en bas est fait Martinique? Ah mais non, mais c'est pas, on a loupé cette étape-là. Ah oui, on loupe un virage, là. Mais c'est passionnant à voir. Oui, il y a 2-3 organisations, mais tu sais, bon, il y a plein d'endroits dans le monde. Alors, je suis jamais allé au Sénégal. C'est un des endroits où je veux aller prochainement. En Afrique, je suis allé, j'ai fait Kenya, Nairobi, et puis j'ai fait Afrique du Nord, Maroc. Je ne suis pas encore allé, Cameroun, oui, Sénégal. Ça mérite le déplacement. Ça viendra. Notamment pour des raisons politiques et économiques. Oui.
puisqu'on est en train de réfléchir et travailler à une liaison entre l'aéroport du Lamentin et le Sénégal qu'on avait reçu, et c'est Audiard qui travaille là-dessus, Bénédicte Di Geronimo, et puis évidemment Serge Etchimi et Patricia Tell à la coopération internationale. Mais oui, bon, tu sais, il y a un gros potentiel là. Oui, il y a un gros potentiel, à condition d'être prêt et de le vouloir. Et oui, surtout ça. Et surtout, de ne pas mépriser l'autre. Quand je dis de le vouloir, c'est ça. Par contre, on va monter là-bas et puis c'est encore long, quoi. J'ai entendu une réflexion il n'y a pas si longtemps et d'une personne très intelligente qui parlait de l'Afrique. Il dit oui, en Afrique, on a plein de choses à leur apporter. Oui, on va leur apporter le fond des trucs. Ah bon? Le Nigeria, c'est 200 millions d'habitants. La projection, c'est que d'ici 20 ans, le Nigeria, c'est 400 millions d'habitants, plus que les États-Unis. Le Nigeria est un pays riche. Le Nigeria n'a pas besoin de toi. C'est le Nigeria qui peut t'aider. Et c'est pareil pour beaucoup, voire la plupart des pays africains. C'est normal, ce sont des pays souverains avec des matières premières. Alors peu importe qu'ils soient exploités par la France, par la Chine ou par la Russie, il y a de l'argent qui circule, il y a une intelligence africaine très forte. Et comme nous, il y a ce système d'enfants qui ont été élevés dans les ex-colons, colonisateurs, France, Belgique, Allemagne, etc., etc., et puis qu'à un moment, on revienne au pays. Et là, tu as une qualité qui revient au pays. Donc, moi, je suis très humble vis-à-vis à la fois de l'Afrique et de la Caraïbe. Soyons déjà au maximum de ce qu'on peut être, et puis ensuite, on va travailler à faire du business et des échanges même culturels avec ceux qui sont encore nos frères, on va dire, nos frères africains, nos frères caribéens. Il y a une chose qui... Là, la CTM à quel point aujourd'hui concernant la fibre? Ça a été, dans l'ancienne mandature, l'échec total. Oui, ça a été un échec. L'échec total. Ça a été un échec. On aurait dû, en 2022, avoir la Martinique fibrée à 100%. Aujourd'hui, alors j'enlève... Alors, juste, je réexplique. La fibre en Martinique, c'est 2 grandes zones. Chez Fort-de-France, c'est Orange qui s'en occupe sur son argent. Et les 32 autres communes, c'est la CTM qui s'en occupe sur de l'argent État, CTM, France. Ok ? Donc je laisse de côté Orange, donc Fort-de-France et Shellshare, qui ont un niveau de déploiement qui n'est pas encore à 100%, mais qui est bien engagé. Bon. Si on prend les 32 autres communes, 32 communes martiniquais, ça représente 100 000 prises. C'est comme ça qu'on comptabilise, 100 000 prises. Quand je suis arrivé, sur les 100 000, il n'y en avait que 600 qui avaient été faites. Donc oui, on est dans une situation d'échec. Peu importe la raison. En vrai, c'est trop tard pour se dire... Bref, la mort. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a relancé, dans le cadre de l'ancien marché, une machine et on a arrivé un peu au forceps, comme on dit, à être aujourd'hui, au mois de mars, à 15 000 prises. C'est-à-dire, en un an, on a fait 15 000 prises. C'est pas mal si on regarde ce qui était fait avant, mais c'est pas assez. Moi, j'avais placé un objectif à 20 000. Donc à 15 000, un peu moins, on n'est pas à l'objectif, mais on progresse. On a relancé un marché. D'accord ? Ce marché dit que on se donne collectivement jusqu'en 2025, ça va déborder un peu sur 2026, pour être à 100 000 prises, pour faire ce qui nous reste à produire, pour qu'on ait un territoire martiniquais où l'ensemble des Martiniquais puissent, s'ils le veulent, accéder à la fibre. Voilà. C'est quelque chose qui est très attendu. Parce que l'ancien système, où tu ne t'en fais écrire un macadam, avant un document à bâtir. Après, tu as des solutions alternatives. Tu as la 4G, ton téléphone portable, en fait, les box 4G. Tu as le haut débit normal, mais bon, effectivement, c'est moins rapide que la fibre. De toute façon, vu les usages numériques aujourd'hui, on va avoir besoin du maximum. Donc il faut fibrer le territoire. L'autre question. Aujourd'hui, je me souviens quand ça a été installé, entre le moment où l'entreprise faisait rentrer son décompte, c'était mandaté, bien aussi, et puis on mettait 2-3 mois pour avoir le physique, le stimulus d'argent. Est-ce que il y a une amélioration de fait? Tu veux dire à la CTM pour le paiement quoi? Pour le paiement des subventions? Non, les paiements, d'une manière générale. Ah, des entreprises prestataires de la CTM? Oui, paiement.
il y a eu des gros bugs. Enfin, c'est même pas des bugs. Il y a eu une situation difficile. Plus de 200 millions de déficit à la CTM, quand Serge Chimi reprend la mandature. Il y a plein de raisons. Mais on a un gros déficit. Donc, on a travaillé à resserrer la ceinture et à faire des ajustements financiers pour résorber ce déficit. On n'a pas encore gagné, mais on est aujourd'hui plutôt autour des 80 millions de déficit. On est sur la bonne voie. Ça a eu nécessairement des conséquences sur les paiements, notamment des prestataires de la CTM, qui ont dû attendre beaucoup trop longtemps. Mais là, petit à petit, on revient dans quelque chose de beaucoup plus normal, avec des délais de paiement qui sont beaucoup plus normaux. Alors, il y aura toujours des exceptions, des gens pour qui ça prend trop de temps, mais j'ai envie de dire que, contrairement à quelques problèmes qu'on peut avoir, il y a une situation qui se rétablit. En termes de dégâts collatéraux, nous avons beaucoup, j'ai reçu, là, l'émission va passer là, j'ai reçu un émirat, l'administrateur judiciaire, qui reconnaissait effectivement, nous avons beaucoup d'entreprises qui sont arrivées au tribunal mixte de commerce avec de la créance publique. Ah oui. Bougal là, il n'a pas pu toucher. Ouais. Mm-hmm. Donc finalement, ce sont des entreprises qui sont mortes. Et tous ces décalages ne font qu'aggraver une situation. J'ai été chef d'entreprise. J'ai liquidé 2 de mes sociétés. Dans les raisons de la liquidation, il y a notamment une complication à récupérer de la créance privée et publique, hein, pas que là. Donc je suis très conscient de ça. Ça arrive en effet. Je préside Martinique Développement. Martinique Développement a mis en relation des chefs d'entreprise et notamment le monde des mandataires judiciaires et accompagnants, justement pour trouver les solutions. Quand une société a un contrat public, un contrat, il y a un marché. Il a sorti d'une unique assorti d'une notification et que la chose publique, l'institution prend 3 mois, 6 mois, 1 an. Tu as des trucs aberrants, tu as des trucs qui prennent 2 ans. Elle peut organiser avec un établissement bancaire ce qu'on appelle une avance remboursable. Et l'établissement bancaire va se dire, en fait, comme tu as 100 000 euros qui doivent provenir de la mairie, de l'EPCI, de la collectivité, je t'avance ces 100 000 euros. Et quand ils vont te payer... C'est le cadre de la loi d'Aïe. Notamment. Quand ils vont te payer... Je récupère mon argent. Alors, dit comme ça... C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Donc, il y a des intérêts. Mais bon, entre ce que tu paies en intérêt et puis ne pas avoir la somme... Bon. Après... Pour avoir été chef d'entreprise et avoir eu des entreprises qui ont très bien fonctionné et d'autres qui ont très mal fonctionné, je sais aussi ce que c'est que de ne pas pouvoir se présenter à la banque parce que tu n'es pas à jour de ceci, parce que ton bilan n'est pas très propre, etc., etc. Ce serait... Oui, tout ça, ce sont des dégâts collatéraux. Bien sûr. De l'incidence directe de non-paiement. Et mon seul message en la matière, c'est rapprochez-vous des professionnels de l'accompagnement d'entreprise. Parce que eux vont trouver une solution adaptée à chacun, parce qu'il y a des trucs collectifs, et puis après, on a tous, chacun, des façons différentes de vivre la chose. Donc, c'est pour ça qu'il faut se rapprocher. Et j'invite les gens à se rapprocher de Martinique Développement, des chambres consulaires, CCI, Chambre des métiers et de l'artisanat, donc M. Joc, M. Salomon, Chambre d'agriculture, si c'est une entreprise qui ressort de... Il y a un truc avec le chef d'entreprise, notamment martiniquais, c'est qu'il est fier et orgueilleux. Il reste dans son coin. Oui, il reste dans son coin. Il part quand il vient de et il se dit, ouais, c'est faute missier, c'est faute un tel, c'est faute missier, c'est faute un tel, ok, mais... Mais ben nous, m'en fight. Mais je te le dis, je le redis, j'ai liquidé 2 de mes sociétés. Une société, c'est pas un bébé, c'est une femme, en fait. C'est ta femme, tu une relation qui se construit, qui a chuté, etc., etc. Et puis des fois ça va pas, tu peux pas, ça ne repart pas. Et comme dans une relation avec une femme, à un moment vous décidez de bon. Mais j'ai connu ces situations très difficiles et j'ai connu cet orgueil du chef d'entreprise, parce que tu sais, une entreprise qui fait faillite, c'est pas forcément une entreprise qui n'a pas de clients. Des fois, et c'est ce qui m'est arrivé, tu as trop de clients
Donc ça engage trop de frais, trop de main-d'œuvre, avec un argent qui n'arrive pas assez rapidement. C'est toi le banquier. C'est toi le banquier. Et c'est toi qui fais l'intermédiaire. Donc à un moment, ça craque. Il faut là avoir l'humilité, j'en parlais tout à l'heure, de se dire, écoute, je ne sais pas tout faire, je ne sais pas tout, je vais travailler avec des gens dont c'est le métier et qui vont m'accompagner, en toute bienveillance. Après, il faut trouver les bonnes personnes, mais rapprochez-vous. Et j'adresse un message aux entreprises en difficulté. Rapprochez-vous de Martinique Développement. Rapprochez-vous de la CCI. Rapprochez-vous de la CMA, de la Chambre d'agriculture. Rapprochez-vous de Contact Entreprise, de Réseau Entreprendre. Il y a toute une constellation de personnes bienveillantes qui ont un sens du service public et qui sont là pour sauver ce qui peut l'être. Et puis des fois, on va te dire, frère, non, on ne peut pas faire. C'est fini. On ne peut pas rien, c'est fini. Eh bien, même à ce moment-là, accepter. On va t'accompagner. Oui. On va t'accompagner pour travailler avec un mandataire judiciaire, pour essayer de finir proprement. Et on va t'accompagner même après, parce que, tu sais, pour le vivre, tu sais, je te dis ça, je suis dans le truc. Quand tu es chef d'entreprise, tu as fait ça pendant 5-6 ans, tu as 10 ans, 20 ans pour certains. Tu sais être dans ton magasin, tu sais être dans ta boîte de conseil, tu sais être dans ton restaurant. Et puis tout ça, ça s'arrête. Qu'est-ce qu'on va faire? Pas sauter par fenêtre là. Faut pas sauter par fenêtre là. Pas failli. Formation, reconversion, travailler avec ton ancien concurrent, etc., etc. Donc on accompagne aussi pour la reconversion des chefs d'entreprise, et puis voilà. En matière de formation, ouais. C'est avec amertume que je constate une chose. Il n'y a plus de soudeur. Il y a eu un échec politique. Il était encore en ça. Il y a eu un problème là-dessus. Sur ce métier particulièrement, il y a eu un... Alors, je crois qu'aujourd'hui, le problème est résolu. Et de toute façon, je vais t'expliquer pourquoi on va le résoudre, ce problème-là. Du manque de soudeurs. On va engager des travaux sur le Grand Port. Pourquoi? Parce qu'il faut refaire... Le bassin de Radouble, tout ça. Bassin Radouble, etc. Pour deux raisons. La première, c'est que l'urgence climatique, notamment, oblige les routes maritimes à changer. Et la Martinique et la Guadeloupe peuvent devenir potentiellement, si on réussit bien notre affaire, des hubs. Des endroits par lesquels transitent les marchandises qui viennent d'Europe, qui arrivent en Martinique et qui ne repartent pas, hein, qui vont dans la Caraïbe et vont dans les Amériques. Et c'est la raison pour laquelle Serge Etchimi veut absolument qu'on profite de cette nouvelle donne pour faire de la transformation en Martinique, de produits qui viennent des Amériques et de la Caraïbe et qui vont vers l'Europe, mais également qu'on puisse nous tirer du revenu, du fait que vont s'intensifier les passages de fret sur la Martinique. Donc, première raison, pour agrandir le port, et donc, du coup, pour employer des soudeurs. Parce que c'est un métier... Alors, les soudeurs ne sont pas que dans le maritime, mais c'est notamment un des corps de métier qui peut les absorber. Bon. Deuxième raison, toujours dans le maritime, la Martinique devrait être, et ça c'est mon point de vue, une terre de nautisme. L'élément du nautisme, c'est pas simplement la Transat Jacques Vabre, ou bien la Cap Créole, ou bien le Tour des Yoles, ou bien ceci, cela. Le nautisme, c'est aussi notre capacité à réparer des bateaux. Et le bassin Radouble, historiquement, est un outil qui permet de le faire. Donc il faut réactiver tout ce monde nautique de très haute qualité pour que ça devienne demain une des sources de revenus importantes de la Martinique. Et on aura besoin de soudeurs. Oui. Alors l'autre chose que nous avons constaté, c'est qu'en termes toujours dans le manuel, il y a des activités que les filles peuvent faire. Oui. Oh, ils ont laissé un baron. Moi, sur ce que j'ai vu, je parle de ce que j'ai vu. Tu parlais de la fibre tout à l'heure. Je suis allé faire une visite d'un chantier de fibre. Alors, je pense que les Martiniquais savent ce que c'est que le déploiement de la fibre, puisque ça vient près de chez toi. Ce sont des gens qui soit creusent des tranchées, soit montent sur des poteaux, soit s'appuient sur des réseaux existants, électricité notamment, pour faire passer la fibre, qui est un câble qui est de la taille d'un cheveu. D'accord ? Eh bien, j'ai assisté à 2 chantiers.
Et sur les deux, il y avait à chaque fois 2 femmes pour 4 ou 5 hommes. Et je suis là à regarder ces femmes qui sont au même titre que n'importe quel collaborateur, en connaissance, en compréhension. Et c'est pas simplement manier le cheveu, c'est tirer les plaques d'égout, c'est organiser les tranchées. Et j'ai vu des femmes à l'ouvrage sur ce qu'on pourrait penser être un métier d'homme, en tout cas c'est comme ça que les gens pensaient auparavant. Moi, très sincèrement, j'ai vu des femmes faire toute espèce de métier, et particulièrement souvent mieux que les hommes, en tout cas au même niveau. Donc moi, j'ai pas cette espèce de... Mais je sais que ça existe, forcément. Donc, il faut l'encourager. Il faut l'encourager. Alors, il y a un autre chantier structurant, 2 chantiers structurants. Le réaménagement du territoire par rapport à l'élévation du niveau de la mer, et puis la question de l'eau. Ouais. Et là, je suis très inquiet pour la question de l'eau. Je sais que c'est un de tes sujets de prédilection. Je suis très inquiet. Les financements, on les a au niveau européen. On peut tordre le bras de l'État pour avoir un financement autre. Et le financement local est pratiquement indisponible. Alors, on a quand même voté, lors du dernier budget primitif, une quote-part importante pour... Vous êtes la première et l'unique entité politique à avoir pris conscience de l'eau, contrairement aux anciens. Là. En tout cas, c'est un des axes majeurs de la mandature de Serge Letchimy. Oui. C'est-à-dire que on ne peut pas vivre sans eau. Quand tu dis ça, mais c'est couillon, mais bien sûr, on sait ça. Mais tant qu'on n'a pas manqué d'eau régulièrement, on ne se rend pas compte à quel point c'est précieux. Nos voisins guadeloupéens, eux, ils savent ce que c'est que de ne pas avoir d'eau. Nous, c'est vrai que depuis 4-5 ans maintenant, les sécheresses consécutives et la qualité des infrastructures nous montrent à nouveau qu'il peut y avoir des coupures. Il ne faut pas oublier que pendant le Covid, quand tu étais au Lamentin, il y a des gens qui sont restés quelques jours sans eau. Et le maire a été obligé de mettre en place des dispositifs pour apporter des bouteilles d'eau aux gens. Bon. Donc c'est une des priorités du mandat de Serge Letchimy. Et c'est pas mon sujet, mais il a pris la chose à bras le corps entre l'usine Vivée, entre Seguino, tout ce qui devait être fait, qui était des tergiversations, on a tranché, on a fait, on a payé ce qu'il fallait pour faire en sorte que les chantiers repartent. Mais c'est des centaines de millions d'euros pour avoir à nouveau un réseau en capacité de distribuer l'eau correctement sur le territoire. Et avoir des EPCI qui changent leur train de vie, qu'on ait dans les EPCI des personnes qui sont fortement, lourdement payées et qui sont dans une incapacité notoire de pouvoir sortir les informations qu'il faut, sortir les bonnes informations pour permettre de sortir de cette impasse. Et ça, il faudra mettre de l'ordre. Et quand on sait que nos 3 EPCI, leur budget, c'est uniquement le fonctionnement et l'investissement, il n'y a plus personne. On a un cas, Cap-Nord, sur le chantier et Galion. Galion, c'est il y a 3 ans. Quand la SME a fait ce travail, jusqu'à aujourd'hui, Cap-Nord est dans l'incapacité de payer cette prestation. En nous disant là encore, c'est grave. Et dernièrement, j'ai entendu le directeur de l'ODE sortir une aberration, une stupidité. Il y a un coût. Nous avons 3500 km, un peu plus, de réseau d'eau porteur. À 1 000 € le mètre. Monsieur qui a estimé dans son coin, c'est trop cher, donc nous n'avons pas besoin de faire tout ça. Nous avons décidé pas besoin de faire tout ça, viens prendre bateau à descendre Gaëli. Mais il faut remplacer le réseau, l'anti-réseau, compte tenu du fait du biofilm qui est à l'intérieur, qui parvient à terme à donner des cancers. J'ai donné cette semaine à la 7e les vrais résultats d'analyse. Le petit collègue que tu connais, là, directeur du cabinet, là, il flippait. Il flippait les rebelles, là. Jusqu'à maintenant, l'ARS donne des documents de synthèse. Or, nous sommes la seule association à avoir les vraies analyses et à avoir fait expertiser des analyses. Donc c'est un chantier, je te dis, qui est énorme. Et puis, concernant l'élévation du niveau de la mer, d'ici encore une bonne dizaine d'années, un des côtés ne va pas passer. Et si dans ton projet d'extension
je dirais, d'aménagement du port de Fort-de-France, vous ne réfléchissez pas sur la digue qu'il faut faire pour fermer la baie de Fort-de-France, on a pissé, passe-moi l'expression, on a pissé dans un violon. Alors, tu sais que c'est Fernand Audenat qui est en charge des questions d'aménagement du territoire, la collectivité, et il a effectivement en priorité et à cœur de réfléchir climat et risque naturel. Bon. Donc, on est conscient de tout ça. On est conscient du fait qu'il va falloir aménager le territoire différemment. Pour ce qui concerne, bon, tu sais, ce dont tu parles sur les rapports, etc., encore une fois, ce n'est pas mon domaine d'expertise, et donc je préfère me taire que de mal dire, mais en tout cas, une chose est sûre, et je tiens à le réaffirmer ici, avoir de l'eau toute l'année pour tous les Martiniquais, c'est la priorité du président Letchimy. Maintenant, ça passera également par une adaptation des citoyens. Il y a des encouragements aujourd'hui sur les citernes, sur le fait que tout un chacun doit récupérer l'eau de la citerne, tu ne la bois pas. Non, tu ne la bois pas. Tu ne la bois pas. Mais... Quoique, il y a des technologies pour pouvoir arriver à ce stade. Si déjà, elle permet de laver ta voiture, remplir ta piscine, et si elle est bien filtrée, et puis alimenter tes WC, ce sera déjà ça de gagner, et c'est un effort différent qu'on fera sur l'eau potable. En tout cas, je vais à dos. On t'a écouté. Oui. On a compris. C'est un chantier énorme, la Martinique. Oui. Si tu as une conclusion à faire, ce serait laquelle? C'est un chantier énorme, mais ça reste, et c'est la raison pour laquelle je me suis lancé en politique, un potentiel énorme, qui ne s'est jamais démenti. Même à chaque fois où je me dis, foute-nous couillons, foute-nous pas fort. L'instant d'après, je me dis, mais foute-nous fort. Donc, le potentiel est là. Je demande simplement à moi-même et à l'ensemble des Martiniquais de tâcher d'être meilleur, c'est-à-dire plus fort dans ce qu'on fait, bienveillant avec les gens qui nous entourent, et de ne jamais ignorer le monde qui nous entoure. On a trop fait ça en Martinique, à penser qu'on était au centre du monde, qu'on était tout seul, etc. On est dans un monde qui vit, on est dans un monde qui vibre. On est dans un grand village. On est dans un grand village. Ayons conscience de ça et soyons le meilleur de nous-mêmes. Vraiment, c'est ce que je souhaiterais et ce sera mes mots de conclusion. Et à la limite, il faut se réinventer. Oui. Retrouver le côté où on savait s'indigner hier. Là, aujourd'hui, nous sommes domestiqués. Nous sommes couchés devant certains services, nous sommes couchés devant certains individus. Nous demandons aux Martiniquais, l'eau savent, montant le tableau. Fais mon savent qu'on savent. Mais pas quitter mon faire la fête pour. Et puis, dernier truc, pas garder gosser jarre pour porter charge. La Martinique a cette capacité de porter des charges. On nous fait. On nous fait. En tout cas, merci encore et à très bientôt. À bientôt.